Donc, nous avons Nathalie Belbossan, qui est directrice des programmes de tourisme durable chez Clé Verte et Pavillon Bleu en France, chez Terrargir. Pardon, Nathalie, je crois que je l'ai pas dit parfaitement. Super. Nous avons également Maxime Quemin, maître composteur et business développeur chez Upcycle. Maxime. Parfait, super. Bonjour Maxime. Ah, je ne sais pas si vous entendez bien, Maxime. Vous m'entendez? Oui, parfait, super, très bien. Et finalement, nous avons Génia Augagnant, qui est consultante en économie et chef de la division conseil chez Circule Air. Génia, je suis désolé si je ne l'ai pas prononcé correctement. C'est Augagnant. Voilà. Et en fait, elle est connectée, mais pour l'instant, on n'arrivait pas à la voir. C'est pour ça qu'elle m'appelait juste à l'instant. D'accord, compris. Eh bien, écoutez, dans ce cas-là, je vous laisse démarrer la conférence, Maxime, Nathalie, et Génia va arriver. Voilà, okay. Bonne conférence. Je vous retrouve à la fin pour quelques questions. Très bien. Alors, c'est parti. Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran déjà? A priori, c'est bon. Moi, je m'appelle donc Maxime Quemin, je suis développeur commercial et je suis maître composteur pour la société Upcycle que je vous présenterai après. Et donc, on a développé une présentation à 6 mains avec Nathalie et Génia, avec pour titre donc l'hôtellerie en transition, des bénéfices à toutes les échelles. Donc, je vais essayer de vous introduire cette façon dont on a travaillé. Donc, on a divisé ça en 3 chapitres. Les bénéfices environnementaux, les contraintes législatives associées, les bénéfices économiques et les bénéfices sociaux. Donc, pour illustrer et présenter rapidement ces 3 chapitres, on a mis quelques chiffres un petit peu emblématiques, comme par exemple une étude des Nations Unies qui prévoit une raréfaction de l'eau potable en 2030 de l'ordre de 40%. On peut aussi parler des législatives, des contraintes qui sont mises par les États de plus en plus, avec une obligation de travailler avec du plastique 100% recyclé à l'horizon 2025 en France. Donc, ça permet un peu d'illustrer les enjeux. On va aussi vous parler économique, puisque dans la filière de l'hôtellerie, c'est un point essentiel comme pour beaucoup de business. Et là, j'ai un petit chiffre intéressant sur l'attractivité des consommateurs. On illustre ça, nous, avec 65% des consommateurs qui préfèrent maintenant acheter des produits qui ont moins d'emballage. Donc, travailler sur le packaging, c'est un vecteur de business. Et donc, dans notre livret, on retrouve ces problématiques également. Et puis ici, on va parler de la problématique sociale, de l'ambiance dans l'entreprise, de l'attractivité pour les clients et aussi pour les talents, avec ce chiffre qui est intéressant de 75% des jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi qui sont prêts à travailler avec un salaire entre guillemets moindre par rapport aux standards peut-être qu'on leur a présenté à l'école, mais pour travailler surtout dans une entreprise plus responsable et qui s'engage concrètement au quotidien pour faire baisser son bilan carbone et pouvoir avancer sur ces questions de transition écologique. Alors là, normalement, je devais passer la parole à Génia, que je vois qui arrive. Est-ce que Génia, tu nous entends? Oui, bonjour. Je suis désolée, j'ai finalement réussi. Bah, c'est parfait. Je te laisse donc introduire Circulaire, qui est ton entreprise, et nous parler et rentrer dans le vif du sujet avec des bénéfices environnementaux et législatifs. Je te passe tout de suite sur ta slide, voilà, pour présenter Circulaire. À toi. Très bien, merci beaucoup Maxime. Alors bonjour à tous, donc je suis à Circulaire, qui est une entreprise qui aide les grands groupes dans leur transition vers l'économie circulaire, donc en les aidant sur le diagnostic, mais surtout en les mettant en relation avec des solutions de l'économie circulaire que nous avons dans notre réseau, car on s'est aperçu qu'il y a les problèmes et les solutions, mais il manquait de faire le lien. Donc aujourd'hui, c'est principalement sur ça que je travaille. Et la manière dont on définit l'économie circulaire, c'est vraiment comme on a écrit sur la photo, c'est une erreur de design. Le déchet est une erreur de design et que le déchet peut, bien entendu, lorsque c'est bien géré, devenir un actif pour les entreprises et la société. Donc voilà pour ce que fait Circulaire. Très bien. Je te mets directement sur les bénéfices. Oui, très bien. Légaux. Très bien, merci.
Donc voilà, vu que l'activité de circulaire est vraiment basée sur les activités de terrain auprès des entreprises, j'ai préféré parler des bénéfices environnementaux et légaux qui sont nombreux du modèle d'économie circulaire à travers deux exemples de missions qu'on a réalisées. Donc tout d'abord, l'année dernière, nous avons accompagné Eurostar à lancer le premier train zéro plastique dans les services à bord. Donc, il y avait tout un travail sur la gestion des déchets dans les gares, dans les trains et une formation des équipes. Donc, c'est vrai que les bénéfices environnementaux qu'on a vite vus dans ce projet, c'était vraiment d'économiser des quantités de déchets assez considérables. Donc, par exemple, les sels et poivres qui étaient distribués dans des petits sachets papier qui ont été mis en vrac dans des petits contenants. Ça a permis d'économiser un certain nombre de kilos de déchets par an. Après, ça évite. Alors, souvent, on a du mal à trouver le lien entre les déchets et vraiment la protection de l'environnement. Il y a un effet assez direct sur la biodiversité et dépendamment des façons dont on traite le déchet. Et donc, un autre projet qu'on a fait dans un groupe hôtelier, également l'année dernière, c'est d'accompagner un des hôtels de ce groupe à passer à l'économie circulaire. Et là, il y avait un peu plus l'aspect légal, c'est-à-dire que on sait que l'interdiction des plastiques à usage unique va passer très bientôt, à partir de 2021. Et donc, l'hôtel aurait eu à s'adapter un peu plus en réaction à cette nouvelle législation. Donc, on a travaillé ensemble sur leurs événements, sur leur restauration à déchets minimaux et sur des chambres en réduction de déchets qu'on a appelés des déchets éphémères. Donc, non pas à usage unique, mais de déchets qui étaient de contenants plastiques souvent qui étaient utilisés pas beaucoup de fois par le consommateur. Donc, voilà pour les bénéfices environnementaux et légaux. De ta part, très bien. Je vais passer la parole à Nathalie maintenant. Nathalie, oui, j'arrive. Je te mets sur la slide de présentation d'Interagir. Merci Maxime. Donc bonjour, je suis Nathalie Belbossan, moi je suis la directrice du pôle tourisme durable de l'association Teragir, qui est une association reconnue d'intérêt général qui a pour mission la sensibilisation et la mise en action de tous les acteurs de la société pour la réalisation des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Donc ce pôle tourisme durable, en fait, on déploie 2 labels de certification. Pavillon Bleu, donc qui cible les plages et les ports de plaisance et qui a un peu plus de 500 lauréats en France. Et le label Clé Verte pour les hébergements touristiques et les restaurants durables, qui compte plus de 600 lauréats en France, ce qui en fait le premier label pour les hébergements touristiques et les restaurants durables en France. Et c'est également le cas dans le monde avec plus de 3200 établissements dans une 60aine de pays. Donc ces 2 labels, Pavillon Bleu Blue Flag et Clé Verte Green Key, ils sont déployés au niveau international par le réseau des fondations pour l'éducation à l'environnement dont nous sommes le représentant en France. Le label Clé Verte Green Key a des critères qui sont reconnus par le Global Sustainable Tourism Council, qui est l'association qui chapeaute un peu tous les labels au niveau international dans notre secteur. Et par l'ADEME également, nos critères sont classés comme un excellent choix par l'ADEME. Donc c'est le plus haut niveau de classification que l'ADEME accorde pour un label d'hébergement touristique. On travaille en collaboration avec énormément d'acteurs institutionnels et professionnels parce que c'est notre philosophie de considérer que c'est la meilleure façon de travailler. Et donc, en fait, on va jusqu'au bout de l'idée, c'est-à-dire que c'est pas nous qui attribuons le label. En fait, on a un jury qui est externe et c'est le jury externe qui attribue le label Clé Verte. Donc, dans ce jury, on avait l'année dernière le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, celui de la transition écologique et solidaire et énormément de représentants des fédérations, des acteurs professionnels de l'hôtellerie-restauration, UMI, GNI, FNHPA, SNRT, UNAT, enfin voilà, beaucoup d'acteurs qui nous permettent en fait d'être dans une dimension très opérationnelle. C'est vraiment ce qu'on souhaite, ne pas être un label administratif, mais un label qui met en place des actions qui ont effectivement un bénéfice positif pour l'environnement. Ce qui me permet d'enchaîner avec mon autre slide, Maxime, s'il te plaît. Ouais. Voilà, donc en fait, au niveau du label Clé Verte, donc qui est annuel et volontaire, on agit dans 7 champs d'action. On travaille sur les économies en eau, sur les économies en énergie. On travaille sur les déchets également. Génia vous en a parlé avec vraiment 2 axes. On a l'axe la collecte, le tri qui nous paraît important et on a aussi l'axe la réduction
de la production de déchets en amont. Donc, on travaille aussi pour que dès le départ, il y ait moins d'emballage individuel dans les établissements, voilà, pour éviter tous ces déchets produits inutilement. On travaille ensuite énormément sur les achats responsables avec 2 grands pôles d'achat qui nous intéressent pour limiter l'impact sur l'environnement, à savoir les achats alimentaires et les achats de produits d'entretien. On travaille ensuite sur tout ce qui est formation du personnel, la mise en place d'une démarche de labellisation clé verte. C'est pas une personne dans l'établissement, c'est important que toute l'équipe soit impliquée et donc que chacun connaisse dans ses propres tâches les actions qu'il a à mettre en place. On travaille aussi sur la sensibilisation de la clientèle qui finalement est partie prenante à une moindre échelle, parce qu'on va voir que l'essentiel est quand même fait par l'établissement. Mais c'est important aussi qu'elle comprenne pourquoi l'établissement fait certains choix et quand c'est bien expliqué, la clientèle adhère vraiment. Et ensuite, on travaille sur le cadre global de l'établissement, la densité de l'établissement, la gestion des espaces verts notamment. Donc, à travers la mise en place en fait d'une démarche de labellisation clé verte, l'idée c'est vraiment la diminution de l'impact environnemental de chacune des nuitées touristiques. Donc, le label Clé verte en France, il représente 24 millions de nuitées touristiques annuellement, de par les lauréats de son palmarès. Donc, l'idée, c'est vraiment que chacune de ces nuitées consomme moins d'eau, consomme moins d'énergie, produit moins de déchets pour préserver l'environnement, préserver notamment la biodiversité, mais également avoir un moindre impact sur le climat avec une baisse des émissions carbone. Donc, l'idée pour nous, c'est que ces établissements contribuent, que chacun joue son rôle finalement. J'ai mis une petite carte qui est une infographie qui était parue sur Le Parisien des impacts du réchauffement climatique. Un territoire qui subit ces impacts du fait du réchauffement climatique, c'est une destination touristique qui change, donc une destination touristique qui potentiellement dans le futur peut attirer moins de clientèle si elle a trop évolué. Et donc, chaque acteur du territoire, et donc chaque hôtel, restaurant et autres hébergeurs touristiques, est responsable de participer à son échelle à éviter des changements drastiques sur son territoire. Et là, je vous ai mis un petit témoignage de l'hôtel Radisson Blu de Toulouse, qui est un de nos lauréats depuis quelques années déjà. Super. Je vais prendre le relais. Du coup, moi, je vais vous présenter un petit peu l'activité d'Upcycle avec les hôteliers. Donc, la société Upcycle, c'est une entreprise qui est créée depuis 2011 et qui a pour objectif de favoriser le retour à la terre des biodéchets. Donc là, moi, je vais focaliser ma présentation vraiment sur cette problématique-là. Nous, on est un peu focalisé là-dessus. On parle que de ça au quotidien. C'est comment capter ces biodéchets qui sont produits par la restauration et par les clients et les transformer en compost pour nourrir les sols. Cette présentation, je vais la focaliser sur une expérience que j'ai en ce moment avec un client qui est l'hôtel 5 étoiles et aussi golf, qui est le domaine de Manville, qui nous a sollicité l'année dernière pour traiter cette question. Donc, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai fait en fonction de ces 3 critères environnementaux, sociaux et économiques. À l'heure actuelle, on a installé, nous, à peu près 30 composteurs électromécaniques en France. Un composteur électromécanique, c'est grosso modo un estomac qui va être capable de digérer la matière que vous allez à manger, qui sont les restes d'assiette, les restes de préparation, que ce soit du poisson, de la viande, des plats en sauce, etc. Il va être capable de transformer cette matière en compost en 15 jours et de manière hygiénisée, du compost qui sera normable. On pourra sortir une fiche sanitaire et une fiche agronomique et vous pourrez réutiliser ce compost sur des sols ou en faire don à la clientèle ou aux espaces verts de la ville qui sont autour de votre établissement. Tout ça en ayant des odeurs très réduites et aucun accès pour les nuisibles, donc en maîtrisant l'aspect sanitaire de ce que c'est de devenir un producteur de compost. Donc moi, je vais articuler un peu ma présentation autour de ce domaine de Manville. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Ils sont venus nous voir en 2019. Ils ont une politique très ambitieuse sur la gestion de leurs déchets. Ils veulent adresser tous les déchets. C'est-à-dire qu'on parle de la canette, on parle du biodéchet, on parle du mégot de cigarette. Tout ce qui va être émis sur leur établissement doit être géré, doit être intégré dans une filière. Donc, nous, ils sont venus nous voir. Ils nous ont dit qu'ils pensaient avoir une dizaine de tonnes de restes de repas et de restes de préparation par an, mais qu'ils n'étaient pas très sûrs. Donc nous, ce qu'on leur a proposé, c'est de mettre en place un audit, puisque notre société elle est spécialisée dans la fabrication de machines et l'installation, mais on est aussi un cabinet de conseil capable de mettre en place sur le terrain des audits pour analyser les flux qui sont produits par un établissement. Donc on était parti sur l'idée qu'ils avaient une dizaine de tonnes. Il faut savoir que depuis 2016, la réglementation elle est claire. Pour tous les producteurs de plus de 10 tonnes de biodéchets par an, ils doivent mettre en place une filière de tri à la source de ces biodéchets et favoriser leur retour à la terre.
Donc là, l'hôtel ne savait pas s'ils étaient au-dessus ou en dessous de ces 10 tonnes, donc ils ne savaient pas s'ils étaient en retard depuis 2016 ou pas. Moi, je suis venu faire un audit pendant une semaine, et au bout de cette semaine, on a sorti un rapport suite à des pesées, à des extrapolations, et on s'est rendu compte que l'hôtel produisait en fait à peu près 27 tonnes de biodéchets par an. Donc déjà, ils n'étaient pas dans les clous au niveau réglementaire, et ils avaient comme une filière conséquente à gérer. Donc à partir de cet audit qu'on a travaillé, qui nous a permis de les replacer dans la réglementation, on a fait des propositions pour mettre en place du compostage sur site, sachant que voilà, c'est un site très particulier, c'est un domaine de 90 hectares, on a un site de permaculture qui a été mis en place avec une maraîchère embauchée par l'hôtel pour produire des légumes pour la cuisine. Donc, d'un point de vue environnemental et législatif, ils s'y retrouvaient très bien dans cette démarche puisque on avait des biodéchets qui étaient extraits de la cantine, ils arrivaient dans le composteur produit du compost qui est collecté par la maraîchère, qui les emmène sur son terrain et va les valoriser petit à petit en légumes, en fertilisant ses sols. Pour vous donner une idée, 27 tonnes de biodéchets au domaine de Banville, ça représente à peu près 10 tonnes de compost produit sur 12 mois. Et ces 10 tonnes de compost, elles vont pouvoir fertiliser 3000 m² de terrain. Donc, pour eux, c'est un enjeu au-delà de l'enjeu économique, de savoir ce qu'on va faire de ces déchets. C'était très intéressant de travailler sur cette circularité. Et je recoupe bien voilà, le travail de circulaire là-dessus, sauf que nous, on est vraiment sur le cas concret du biodéchet. Donc ça, c'est pour illustrer ces thématiques. Maintenant, je vais repasser la parole à Génia, puis après, je vous parlerai un petit peu de l'approche économique qu'on a eue avec l'hôtel pour estimer combien ça leur coûtait d'avoir un composteur et combien ça leur coûtait de passer par un collecteur et de faire externaliser leurs déchets. Puisque tous les hôtels ne peuvent pas, bien sûr, mettre un composteur électromécanique derrière dans leur jardin, surtout quand ils n'ont pas en hypercentre urbain ou des choses comme ça. Génial, je te repasse la parole. Oui, merci Maxime. Alors, du coup, les bénéfices économiques d'un modèle, d'un fonctionnement d'une entreprise qu'on va venir rendre un peu plus circulaire. Donc, on a travaillé sur un projet aussi assez concret avec une marque de boissons qui voulait rendre sa distribution et donc ses emballages, ou alors on pourrait dire aussi ses emballages et donc sa distribution un peu plus circulaire. Alors ça, ce sont des projets qu'on réalise assez régulièrement, où tout d'abord on mène une réflexion. Donc c'est vrai que pour un acteur qui est beaucoup dans l'opérationnel, qui a des chaînes de production physiques et qui est aussi un produit en B2C, c'est assez complet comme réflexion à avoir sur toute la communication qu'on peut faire autour de ça et surtout comprendre les bénéfices économiques à la fois de gains de part de marché pour cette marque-là, cette entreprise-là, mais aussi pour que on vienne montrer le contre-exemple que des solutions plus circulaires et en tout cas plus écologiques ne sont pas forcément nécessairement plus chères. Donc le défi est souvent assez grand. Donc c'est une marque qui voulait être une marque de whisky pour la planète, en tout cas une des premières qui fasse vraiment un effort considérable sur ces aspects-là. Donc les biodéchets, alors je ne reviens pas dessus puisque Maxime a beaucoup expliqué sur ce sujet, mais en tout cas le résultat qu'on cherchait, c'est vraiment de repenser la distribution des alcools. Et puis de réfléchir à un nouvel emballage, donc amener à la fois de l'innovation et des économies finalement sur leur production. Donc amener des matériaux autres qu'une bouteille en verre. On travaillait main dans la main avec l'équipe marketing qui nous alimentait en études de marché pour vraiment s'assurer que les consommateurs, et ils avaient plusieurs pools de différents consommateurs, donc que ce soit des consommateurs à titre individuel au supermarché ou dans des événements, dans des bars, dans des restaurants, dans des hôtels, quelle était leur propension à aller vers un produit qui serait plus écologique et qui serait dans des emballages un peu différents. Alors ça, c'était juste une marque dont je n'ai pas le droit de dévoiler le nom, mais il y en a plusieurs autres qui sont en train de travailler sur des bouteilles en papier, donc notamment qui ont commencé à communiquer dessus, c'est pour ça qu'on peut citer leurs noms, donc qui sont Carlsberg et Absolut, et qui vraiment ont voulu saisir ces parts de marché différentes, alors parfois supplémentaires, parfois qui viennent remplacer d'autres parts existantes,
mais en tout cas le gain économique et qui du coup a justifié des investissements en marketing assez importants a été prouvé par différentes marques de ces biens de consommation. Donc voilà, l'idée était évidemment à la fin de réduire alors et l'empreinte carbone et surtout l'empreinte, on va dire, matière, c'est-à-dire que les matières premières consommées pour produire certains emballages de choses, d'objets qui existent un peu partout dans un hôtel nécessitent également une réflexion vraiment profonde sur quelles sont les ressources qu'on utilise et à quel point est-ce qu'elles sont recyclables et qu'elles peuvent repartir dans une boucle soit de réutilisation qui serait la meilleure, soit vraiment un recyclage le moins énergivore possible pour être le plus vertueux qu'on peut être. Voilà pour les bénéfices économiques. Merci Génia. Je vais passer la parole à Nathalie du coup pour la suite. Merci Maxime. Alors, je rejoins complètement ce qu'a dit Génia, où en fait on pense souvent quand on met en place une démarche de développement durable, on pense au coût et on pense rarement aux bénéfices économiques et à la possibilité d'un retour sur investissement. Alors il existe réellement en fait. Alors concernant une démarche de labellisation Clé Verte pour un hébergement touristique, il y a vraiment deux leviers pour atteindre ce retour sur investissement. Le premier, c'est celui de la clientèle. Aujourd'hui, on a une clientèle qui est de plus en plus demandeuse d'hébergement durable, pas juste dans une logique d'écotourisme, mais bien que tous les hébergements, où qu'ils soient, ça peut être des hébergements urbains également, intègrent dans leur philosophie le fait de faire attention à leur consommation en eau, en énergie, de voir des poubelles de tri, des déchets. C'est des choses qui aujourd'hui sont attendues et ça se renforce de manière rapide en fait. C'est impressionnant. Il y a 5 ans, j'aurais pas pu vous dire ça, mais ça fait 2-3 ans que la tendance dans les enquêtes, elle est très très nette. De plus en plus de clients souhaitent que les entreprises soient durables, mais ils souhaitent aussi de plus en plus s'engager réellement. Donc là, on voit le chiffre de 87% des personnes interrogées qui affirment vouloir voyager de manière plus responsable. C'est une étude Booking qui date de 2019. Et on a dans cette étude également des statistiques précises sur le fait qu'ils sont même prêts à payer plus cher, de manière raisonnable, mais même de 5 à 10% plus cher, une nuit dans un hébergement qui serait réellement durable. Le réellement est important dans l'attente des consommateurs également. Donc cette clientèle aujourd'hui, elle est vraiment en attente et il faut ne pas manquer d'investir dans ce qui risque d'être des choix futurs de la clientèle. Ensuite, il y a vraiment le côté sur la diminution des charges d'exploitation. Si on diminue ses consommations en eau, ses consommations en énergie, ça se voit sur la facture très rapidement. En général, c'est vraiment le moment où la mise en place d'une démarche de labellisation est faite qu'on voit le plus gros gain, parce qu'on a des critères précis sur le débit des douches, sur la façon d'isoler, et c'est toute la mise en place de ces actions qui permettent vraiment de réduire les factures avec des ROI qui sont différents forcément selon les investissements qui sont faits. Mais je vous ai mis l'exemple de l'eau parce que c'est vraiment pour moi le plus probant, le plus facile à mettre en place et celui dont le ROI est le plus rapide. Le débit moyen des douches en France, c'est 15 litres minutes. Et la durée moyenne d'une douche en France, c'est 9 minutes. Dans le critère Clé Verte, on impose un débit maximum à 9 litres minutes. Alors, je vous rassure, à 9 litres minutes, vous avez un bon confort de sensation sous votre douche. C'est juste vraiment une question d'avoir bien réglé son mousseur ou son pommeau de douche ou d'avoir investi dans un bon produit. L'économie, donc, elle est quasiment de 50 litres par nuitée pour une douche. Donc, vous pouvez multiplier ça par le nombre de nuitées de votre établissement et par le coût de votre eau. Vous aurez assez rapidement le retour sur investissement parce qu'un mousseur, ça coûte quasiment rien, en fait, aujourd'hui. Ce qui veut dire que pour le palmarès Clé Verte, en fait, de 24 millions de nuitées, on parle d'1 milliard de litres d'eau économisée, donc 1 milliard de litres d'eau qui n'a pas dû être traité. Donc, on n'a pas consommé de l'énergie pour traiter cette eau. Enfin, voilà, c'est vraiment important, en fait, l'impact sur l'environnement et c'est très, très simple sur l'eau. Vous pourriez aussi faire le calcul avec les volumes de déchets d'un hébergement touristique où en diminuant le volume, forcément, votre facture de collecte de déchets diminue également. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment les deux leviers, la clientèle, les charges d'exploitation. Je voudrais juste ajouter un petit mot qui fait un lien finalement à ce qui a été dit auparavant sur les contraintes réglementaires et juridiques. Le fait de mettre en place une démarche de labellisation, ça permet d'anticiper certaines réglementations qui vont arriver. Or, quand on les anticipe bien, on est aussi dans une bonne gestion de ces budgets par rapport au fait de devoir tout d'un coup consacrer dans un budget une part conséquente du budget parce qu'il faut respecter tel règlement ou telle réglementation. En les anticipant, vous avez le temps aussi de mieux gérer ces points-là. Je repasse la parole, Maxime. Merci.
Alors apparemment, je suis pas visible sur la caméra quand je disserte, donc je suis désolé si c'est pour ça, mais je n'arrive pas à voir ou remettre ce petit élément. C'est peut-être parce que je partage mon écran pour pouvoir voir la présentation. Je vais prendre la suite malgré tout. Donc moi je vais parler de charges d'exploitation, hein, puisque moi quand on me sollicite et que j'arrive sur un établissement pour parler de biodéchets, c'est par là qu'on commence la discussion. Je vais reprendre le cas précis du domaine de Manville, qui sont venus nous voir en 2019 avec leurs problématiques. Donc c'est un domaine qui est un petit peu isolé, dans un milieu plutôt campagnard, et en se lançant dans une démarche de triation de leurs biodéchets, il fallait donc qu'ils allaient se retrouver donc avec une accumulation de biodéchets triés, et il faut bien faire quelque chose. Donc vous avez deux choix, hein, selon nous, c'est soit externaliser les biodéchets avec une collecte et un traitement, comme vous pouvez le voir sur cette petite présentation, soit mettre du compostage sur place. Donc moi, quand j'arrive en rendez-vous, on me demande combien je coûte. Donc évidemment, un composteur électromécanique, ça a un coût, et ce coût, il est de l'ordre de 30 000 à 100 000 euros en fonction du gisement que vous avez et de la machine qu'on va choisir, des options associées. Donc évidemment, comme ça, tendance, ça fait peur, on dit voilà, encore investir sur une nouvelle machine, etc. Donc, comment on propose, nous, d'accompagner cette transition au niveau économique et de réfléchir réellement à ce que ça coûte de gérer les biodéchets. Avec le domaine de Manville, on s'est rendu compte qu'il fallait faire au minimum, un passage par semaine. On est sur un hôtel qui travaille 7 jours sur 7. Donc les biodéchets s'accumulent, on les met en chambre froide réfrigérée, mais je peux vous dire qu'avec 27 tonnes par an, on remplit rapidement les poubelles et la chambre froide réfrigérée consomme énormément d'énergie pour maintenir ces biodéchets à 4 degrés et éviter qu'on ait des problèmes d'odeur. Donc, si on part déjà de ce constat-là, il faut au moins une collecte par semaine. C'est en bac palette. Faire venir un industriel avec un camion dédié au domaine de Manville, c'était de l'ordre de 50 euros par palette. Donc, c'était au moins 200 euros, 200 euros par mois. Pardon, là, j'ai mis par tonne sur la présentation. Mais, 50 euros par passage, effectivement. Voilà. Donc, du coup, on avait à la fois un coût assez élevé sur les passages, et il fallait ensuite envoyer ces biodéchets en traitement. Donc là, on a le choix, soit on les envoie dans la filière classique d'incinération, qui n'est plus du tout recommandée et qui a un bilan carbone catastrophique, soit ça part en méthanisation, mais il faut avoir un méthaniseur industriel à côté de chez soi, qui n'est pas le cas du domaine de Manville, soit ça part en plateforme de compostage industriel, encore une autre installation industrielle, et qui était à plus de 100 km là, pour le coup, du domaine de Manville. Donc, tout ça mis bout en bout, à chaque fois qu'il y avait une tonne de biodéchets par semaine, une tonne de biodéchets qui étaient traités par le domaine, on avait un coût de l'ordre de 200, 300, 400 euros tonne en fonction des choix qu'allait faire l'hôtel. Donc, on a comparé ça avec une solution upcycle. Donc, nous, c'est des machines qui s'amortissent sur une dizaine d'années, et à chaque fois qu'une tonne de matière passait dans notre composteur, en tout cas le modèle qui était adapté au domaine de Manville, on était autour de 160 euros la tonne. C'est quand même un coût, mais qui était à mettre en balance avec le milieu dans lequel l'établissement était, et surtout avec l'évolution à long terme de cette filière. C'est-à-dire que plus de professionnels vont se mettre à trier leurs déchets, plus il va y avoir de déchets sur le marché, plus il va falloir les traiter. Et donc, on va rapidement, enfin nous, c'est ce qu'on a constaté en regardant les rapports de l'ADEME et en faisant une étude de marché, c'est que il y a peu d'exutoires en France. Ils vont rapidement être saturés sur les prochaines années, surtout à partir de 2023, où toutes les collectivités, toutes les entreprises vont essayer de se mettre en réglementation, puisque à partir de 2023, il n'y aura plus de seuil. Donc, tous ceux qui sont en dessous de 10 tonnes vont théoriquement devoir se mettre au diapason. Donc, tout ça va faire un flux de déchets énorme, ça va faire grimper les coûts, et ça va être un peu plus la jungle de se repérer dans ces prestations. Donc, nous, ce qu'on propose, pour ceux qui le peuvent, c'est de s'autonomiser, d'installer un composteur, d'amortir les coûts ou de passer en leasing et de maîtriser leurs coûts sur l'année. Donc, il y a une économie qui est faite, de notre point de vue, sur le fait qu'on ne fait pas de passage de camion. Si vous divisez la problématique en deux, vous avez 50% du coût qui vient de la collecte et 50% du traitement. Nous, avec notre système, vous payez le traitement, mais vous ne payez plus la collecte. Et donc, à terme, vous faites des économies d'échelle. Et ça, c'est au quotidien, c'est difficile de le mettre en valeur, mais c'est vraiment un logiciel qu'il faut mettre en place et qu'il faut vraiment y réfléchir. Et pour toutes les filières, on est sur le biodéchet, mais il y a vraiment des enjeux à se poser ce genre de questions, surtout quand on rentre dans des analyses de devis et des analyses ROI. Voilà, je vais peut-être un peu dépasser mon temps et je passe la parole à Génia pour enchaîner sur les bénéfices sociaux. Génia, c'est à toi. Oui,
Je reviens. Merci, Maxime. Alors, du coup, les bénéfices sociaux pour une entreprise de passer vers un modèle plus circulaire sont nombreux. On le voit au quotidien. On a des entreprises donc, qui viennent nous voir parce que tous les projets dont j'ai parlé précédemment, et j'imagine que pour mes collègues Maxime et Nathalie, c'est la même chose. C'est qu'il y a souvent un besoin d'abord de formation pour comprendre comment est-ce que ce modèle s'appliquerait à notre entreprise. Mais ensuite, il y a ces bénéfices sociaux qui tout d'abord, sont une bonne façon de motiver les collaborateurs. Donc, nous, on reçoit chez Circulaire, on a donc ces 3 pôles d'activité qui sont le conseil, la formation et puis le 3e qui est le club dont je vous parlerai plus tard. Mais le pôle des ateliers qu'on appelle We Are, c'est qu'on aide les entreprises à s'imaginer nous sommes demain Circulaire en 2030 comment est-ce que tous ces principes d'économie circulaire s'appliqueraient sur notre entreprise. Donc, on voit que on forme les collaborateurs et on les laisse eux-mêmes générer ces idées de comment est-ce qu'ils pourraient passer à ce nouveau modèle. C'est vrai qu'il y a aussi tout un volet social qui est un peu indirect, mais c'est que quand on recommande d'utiliser des produits plus locaux, il y a aussi tout le bénéfice de faire bénéficier de l'activité d'un hôtel ou d'une entreprise à tout son tissu local et tout son tissu territorial. Donc, il y a vraiment ces 2 aspects de motivation des collaborateurs en interne, et le groupe hôtelier dont je parlais plus tôt était vraiment dans ce cas de figure beaucoup parce qu'ils avaient des hôtels dans différentes régions de la France, donc ils pouvaient à la fois activer ce levier territorial, mais également le levier motivation des collaborateurs qui était extrêmement important. Donc voilà, et je repasse la parole à Nathalie. Oui, merci Genia. Et merci Maxime pour le slide. Donc en fait, je rejoins Genia sur le fait que les bénéfices sociaux sont importants. Au niveau de l'hôtellerie, on l'identifie, nous, sur différents leviers. Le premier, c'est l'amélioration du cadre de travail des collaborateurs. À partir du moment où on met en place une démarche de labellisation qui impose notamment, de par ses critères, d'utiliser des produits d'entretien qui sont écolabellisés, qui sont sains pour la santé. On parle d'entretien intérieur, mais aussi d'entretien des espaces verts. Ce sont des produits qui sont manipulés quotidiennement en fait par certains employés de l'établissement, et c'est vraiment quelque chose qui est apprécié par ces employés et qui en plus est bénéfique pour leur santé, parce que du coup il n'y a pas le risque d'être confronté aussi à des produits qui sont beaucoup plus impactants pour leur santé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous paraît important. C'est aussi un projet qui est fédérateur, qui est motivant pour une équipe. Le personnel, on le voit, se retrouve bien dans un projet qui est en lien avec les enjeux de la planète aujourd'hui. Notamment, c'est un secteur, alors hors cette année avec la crise Covid, mais habituellement on dit quand même que c'est un secteur dans lequel recruter et fidéliser est compliqué. La mise en place d'une démarche telle que le label Clé Verte, c'est quelque chose que nous, on voit qui est valorisé dans des annonces de recrutement, en fait. Donc, on retrouve ça dans les annonces. Vous travaillez dans un établissement qui est labellisé Clé Verte. C'est perçu comme une source de différenciation, en fait, aussi pour cette étape du recrutement. On a une jeune génération aujourd'hui qui est beaucoup plus consciente des enjeux de la planète. Et on a même certains directeurs d'hôtel qui nous disaient récemment à Marseille, en fait, moi, je suis candidat parce que mes équipes me le demandent. Donc, en fait, il se sentait qu'il n'était même pas lui à la page vis-à-vis de ses équipes s'il n'était pas capable de s'engager, de montrer que son établissement aussi faisait sa part pour la planète. Ensuite, sur les bénéfices territoriaux, c'est vraiment quelque chose qui est important. La mise en place de circuits courts qui permettent et d'achats locaux saisonniers aussi, comme ça on évite aussi d'acheter des produits qui sont hors saison, et des achats locaux qui permettent finalement que l'établissement ait un vrai impact économique positif sur son territoire. Aujourd'hui, on est dans des problématiques sur certains territoires où la population sent vraiment qu'il y a un enjeu d'over-tourisme, avec des questions aussi d'affectation, de financement de la part des collectivités locales, de se dire est-ce qu'on va investir dans quelque chose qui va développer encore davantage le tourisme, ou est-ce qu'on va investir dans quelque chose dont on est sûr que le bénéfice est là pour notre population. Donc un établissement qui s'inscrit mieux dans son territoire en proposant plus de retombées économiques
pour les habitants du territoire, la population du territoire, c'est un hôtel qui est mieux inscrit dans son futur et qui est mieux à même aussi d'obtenir une reconnaissance de collectivité locale et territoriale pour son engagement. C'était tout pour ma partie sur les bénéfices sociaux et territoriaux. Parfait. Merci Nathalie. Moi, je vais pas conclure, mais je vais finir ce chapitre sur les bénéfices sociaux, toujours en restant sur mon cas client, mon cher domaine de Banville, hein, qui, j'en ai bien conscience, est un domaine un peu exceptionnel par sa taille et par son implantation dans un parc comme ça régional avec un golf, etc. Moi, je vais vous dire ce que j'ai remarqué donc depuis 6 mois que je travaille avec l'équipe, malgré le fait que le Covid soit passé par là et qu'on ait eu un arrêt d'activité. Moi, les biodéchets qui sont collectés tous les jours dans la cantine, ils sont amenés par les plongeurs. Les plongeurs posent des biodéchets près du composteur électromécanique. Ensuite, la maraîchère ou les jardiniers se chargent de remplir la machine et de faire tourner le compost. Donc déjà, c'est une demi-heure de travail par jour qui a permis de créer du lien entre des équipes qui travaillaient pas forcément ensemble d'habitude, ou en tout cas pas de cette manière-là. Donc, au niveau de l'entreprise, il y a une certaine fierté à arriver à mener de bout en bout cette nouvelle filière. C'est déjà compliqué de gérer les autres filières sur le plastique, sur les canettes, etc. Il y a encore beaucoup d'erreurs de tri, soit par les clients, soit par les salariés eux-mêmes qui, quand ils sont dans le rush, négligent un petit peu le choix de la poubelle verte ou de la poubelle jaune. Là, on est sur un cas plus concret, c'est les plongeurs qui sont chargés d'amener tous ces biodéchets dans les bioseaux. Et donc, s'il y a des erreurs de tri dedans, ils sont en direct avec leurs collègues et ils vont mettre en avant le fait qu'il y a des problèmes. Donc, il y a un travail d'équipe qui s'est formé. C'est assez agréable de voir tout ça. J'y étais hier pour finaliser le suivi. J'avais quand même une dizaine de personnes autour de moi qui me posaient des questions, qui n'étaient pas des gens qui étaient habitués à travailler sur le compost et qui là étaient curieux de voir comment ils allaient bien piloter cette machine. Donc, j'étais assez content. Et d'un point de vue du client, donc là, on est dans un domaine qui a un jardin gigantesque qui produit des légumes. Et donc, quand ils font des visites, ils passent par le composteur, ils passent par le jardin, et on leur explique qu'à chaque fois qu'ils finissent pas leur assiette, ce qui n'est pas bien, il vaut mieux limiter le gaspillage. Leurs biodéchets ne finissent pas à la poubelle et dans un incinérateur quelconque. Il est récupéré, il est composté, il est réintroduit dans le sol, et on va reproduire des légumes derrière. Donc, on travaille aussi d'ailleurs avec sur des politiques anti-gaspillage pour les clients, et ça les met en valeur. Mais d'un autre point de vue, c'est assez agréable pour eux de voir que en fait, l'économie circulaire, c'est quelque chose de très concret qui peut se mettre en place autour d'un établissement. Et ça valorise énormément l'hôtel. On a plusieurs journalistes qui sont venus sur site présenter la démarche de l'hôtel, etc. Donc ça les met en avant, ça doit leur permettre de récupérer une clientèle qui est sensible à ces questions-là. Et je pense qu'ils ont une vraie équipe qui est soudée sur cette question-là et qui travaille sur plein d'autres aspects, mais c'est quand même assez agréable de voir que le climat social est très bon dans la boîte. Voilà, je vais vous laisser en compagnie d'Eugénia qui va faire une petite conclusion autour du Covid et de l'enjeu pour le business du tourisme et de l'hôtellerie après cette phase particulière qui court toujours. Donc, Eugénia, si tu veux reprendre la parole et conclure notre présentation, c'est avec plaisir. Bien sûr, avec plaisir. Merci Maxime. Donc effectivement, ce serait étrange de parler d'économie circulaire dans un moment où aujourd'hui donc l'économie circulaire étant diminuer les déchets et ces déchets souvent plastiques. Or, on voit qu'aujourd'hui on augmente l'utilisation du plastique, surtout à usage unique. Alors, je voulais juste partager et c'est pour vraiment synthétiser à un des derniers clubs circulaires qu'on a organisé. En ce printemps, nous avions comme invité Brune Poisson parce qu'on l'organise en partenariat avec le ministère de la Transition. Donc, juste quelques mots, ce club est un espace dans lequel beaucoup de nos clients nous demandaient de partager les bonnes pratiques. Donc, on a juste organisé ce club avec les grands comptes et les startups qui viennent aussi partager leurs solutions. Eh bien, ce club, Brune Poisson nous a quand même bien précisé que la législation sur le plastique à usage unique sera maintenue et que surtout, il faut retenir que l'usage du plastique n'aide en rien à la lutte contre le virus parce que il y a plusieurs études qui sont sorties que la durée de vie du virus sur le plastique est d'environ 3 jours. Donc finalement, quand on met du plastique un peu partout pour que ça protège, ça ne protège pas. Donc c'est vraiment important de s'en rendre compte. Et pour conclure, effectivement, le
le mot d'ordre finalement qu'on voit parmi tous nos projets dans différents secteurs, mais surtout spécialement dans l'hôtellerie, c'est que il y a besoin d'une collaboration entre les différents acteurs, entre même en interne dans l'hôtellerie, les différents métiers, pour faire un pas de plus vers cette transition vers l'économie circulaire. Parce que sans collaboration, ça serait vraiment très difficile d'avancer dans cette direction. Voilà. Donc là, normalement, je dois arrêter mon partage d'écran pour laisser la place à Tony qui va nous rejoindre. Hello. Est-ce que tout le monde c'est bon, ça fonctionne? Oui. Parfait, Oui. super. Eh ben, merci beaucoup pour ce sujet qui était un sujet que je ne connaissais pas du tout. C'est vrai que j'ai toujours été du côté du marketing hôtelier, de la digitalisation, etc. Donc, c'est très, très nouveau pour moi et très intéressant. Alors, j'avais plusieurs questions pour chacun d'entre vous, mais faute de temps, je vais pouvoir vous en poser qu'une. Alors, ma première question, c'était pour Upcycle. Alors, concrètement, comment est-ce que Upcycle va faire pour pouvoir former et accompagner un hôtel qui va être en transition vers le compostage? Première étape, bien comprendre le gisement, les accompagner sur la gestion de leurs coûts en travaillant en transparence avec le service économique pour bien comprendre ce que ça coûte à l'hôtel. Est-ce qu'on va leur faire gagner de l'argent? Est-ce qu'on va être à coût équivalent? Est-ce qu'on va leur en faire dépenser un peu plus, mais on va mettre en balance avec le bilan économique de l'hôtel? Et ensuite, être présent sur le terrain, former les équipes pour leur donner vraiment pour les transformer. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on change un peu le logiciel des salariés. On les transforme en producteurs de terre plutôt qu'en gestionnaires de poubelles. Donc, on a mis en place un système de formation. On est un organisme de formation reconnu par l'État et on délivre un diplôme de guide composteur qui est aussi un diplôme reconnu par l'État qu'on peut mettre en avant sur son CV. Donc, pour un plongeur qui passe entre nos mains et qui récupère ce diplôme après plusieurs mois de travail dans le restaurant, et ben, il aura un plus pour se démarcher sur le marché du travail s'il arrive dans un autre hôtel qui est clé verte et qui fait du compostage, par exemple. Bien sûr. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on les accompagne. On n'est pas là pour vendre une imprimante et puis leur dire qu'ils vont faire 3000 copies par jour. C'est pas, j'installe pas, une machine pour installer une machine. Je suis sur plusieurs années après les clients. Et s'il y a du turnover dans l'entreprise, il faut reformer pour que le composteur soit bien utilisé. Donc, c'est un enjeu. Pour certains, ça peut être considéré comme pénible, mais pour nous, c'est la seule voie, en fait, vers un bilan carbone efficace sur les déchets et sur des pratiques qu'on appelle transition écologique vers un avenir un petit peu plus responsable. Voilà. Parfait, merci beaucoup Maxime, excellent. Alors ma prochaine question pour la clé verte. Alors clairement donc comment ça va se dérouler quand on va avoir une candidature pour le label clé verte? Oui, alors une candidature en fait au label clé verte, elle se déroule donc en plusieurs temps. La première, c'est de remplir en ligne sur la plateforme pro.lacléverte.org un dossier qui permet notamment de répondre à chacun des critères. Ça, c'est l'évaluation environnementale. Et de là, on obtient un diagnostic. Si le diagnostic, c'est que l'établissement, il est, par exemple, à au moins 20 critères impératifs du label clé verte non satisfaits, il ne faut pas candidater. Il faut créer un plan d'action, travailler, nous appeler, parce qu'on est vraiment très disponible. L'accompagnement, c'est vraiment un des marqueurs du label clé verte, et candidater dans 1 an ou dans 2 ans, au moment où on est prêt. Nous, on peut estimer en regardant un dossier ses bonnes chances de réussite par rapport à la complexité en fait des critères qui sont déjà ou pas mis en œuvre. Ensuite, une fois qu'on est prêt, on valide le dossier de candidature. Donc, en général, l'appel à projet se déroule entre le 15 janvier et le 15 avril. Et ça déclenche une phase d'accompagnement renforcée. Les chargés de mission de l'équipe vont regarder les critères, donner plus d'informations pour encore améliorer leurs réponses. Et un auditeur conseil va se rendre dans l'établissement. Donc, il va auditer de façon très objective est-ce que le critère oui ou non est réellement satisfait. Et à chaque fois qu'il n'est pas satisfait, il va donner une explication sur comment le satisfaire. On insiste sur ce rôle d'auditeur conseil parce que c'est un de nos marqueurs. Ce sont des auditeurs qui sont payés par notre structure. Et en fait, l'avis tiers qui permet que finalement, il y ait bien un avis externe qui décerne une labellisation, ce sont les membres du jury dont je vous ai parlé tout à l'heure en début de présentation, les grandes fédérations professionnelles, les ministères, qui eux accordent ou non le label en fin d'année. Mais nous, finalement, on est un peu du côté de l'établissement. On est là pour l'accompagner et tout faire pendant 6 mois pour que son dossier soit le meilleur possible au moment où il va être présenté au jury à l'automne. Et donc ensuite, on est labellisé pour 1 an. Donc chaque année, on fait une demande de renouvellement, mais on n'est pas toujours audité. Le dossier, il est conservé en ligne. Chaque année, on manifeste surtout son intention de pouvoir continuer et puis ses bonnes pratiques nouvelles et ses améliorations
collaborations qui ont été mises en place en fait. Parfait, merci beaucoup Nathalie. Voilà. De Très rien. clair, super. Ma dernière question pour Circulaire. Alors, quelles seraient simplement les étapes pour pouvoir faire passer une entreprise sur le modèle circulaire, justement? Alors oui, nous, au lancement de Circulaire, on a voulu aller voir les entreprises les plus circulaires et qui sont réputées comme telles pour voir comment est-ce qu'elles ont fait. Donc, on a interviewé beaucoup Patagonia, on a regardé chez Interface, qui est le revêtement de sol en entreprise. Et alors, elles nous ont vraiment guidés sur ces grandes étapes qu'aujourd'hui, nous, on a repris dans notre modèle, qui est d'une part de sensibiliser les collaborateurs et le top management, parce que si les équipes ne sont pas embarquées dans un projet et ne se sentent pas représentées dans cette démarche-là, il pourrait ne rien se passer. Dans un deuxième temps, on met en place un projet pilote, c'est-à-dire un tout petit exemple. Donc, on se met d'accord sur une action parmi les nombreuses qu'on aura identifiées et on le met en pratique parce que quelqu'un qui est sensibilisé, il a hâte de voir le mettre en action. Donc, on se met d'accord sur un certain nouveau matériau. On prend une gamme de produits et on passe ce produit, cette gamme de produits, juste une saison, juste une collection dans ce matériau. Et puis, le troisième pilier, c'est de communiquer. Donc, c'est venir partager cette bonne pratique, cette success story ou les apprentissages qui auront été faits si ça n'a pas marché dans un espace comme le club circulaire ou tout autre rassemblement autour de ces sujets-là pour vraiment embarquer à titre d'inspiration et d'exemple d'autres entreprises. Donc, c'est vraiment les trois piliers de sensibilisation, de mise en place d'un pilote très concret dans l'action et puis de communication pour partager cette bonne pratique ou les apprentissages qui sont liés à ce projet-là. Parfait. Eh bien, merci Nathalie, merci Maxime, merci Guénia pour